Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Bridgeham, un webinaire tout aussi passionnant aujourd'hui puisque nous allons parler de finances participatives. Après Takaful, à quoi s'attendre? C'est la thématique de ce webinaire avec des intervenants de marque. Mais tout de suite, pour ouvrir ce webinaire, la parole à Stéphane Or, le président de la Bridgeham. Tu as commencé trop tôt, Landry. Ça arrive, ça arrive. En tout cas, on va parler beaucoup aujourd'hui. On va parler d'un secteur passionnant qui peut-être va atteindre dans quelques années les 5% de croissance. 5% de croissance au niveau de 5% pardon, d'actifs bancaires d'ici 2027. Je crois justement que c'est toi, Abderrahmane Lalou, qui me l'avait confirmé en prévision, en tout cas, d'ici 2027 dans un échange récemment. On va retrouver la vidéo du président de la Bridgeham. C'est parti. Finance participative au Maroc. Après Takaful, à quoi s'attendre? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc. C'est avec plaisir que j'annonce l'ouverture de notre événement en ligne et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur un sujet d'actualité, objet de notre webinaire aujourd'hui, à savoir finances participatives au Maroc. Après Takaful, à quoi s'attendre? Nous allons aborder aujourd'hui les enjeux et les opportunités d'un secteur en plein essor. En effet, la finance participative a connu une croissance remarquable depuis son introduction au Maroc. Depuis 2017, plusieurs banques participatives ont été créées au Maroc, que ce soit en partenariat avec des acteurs étrangers ou encore sous forme de fenêtres au sein des banques conventionnelles. Ces nouvelles structures financières proposent des solutions de financement alternatives, conformes à la charia et sont basées sur le partage des risques et des profits en excluant l'intérêt, la spéculation et l'incertitude. Les prêts hypothécaires, Morabaha, ont été le principal moteur de cette croissance et ont contribué à la réduction de l'exclusion financière de la population marocaine. En outre, l'introduction de Takaful en 2021, également connue sous le nom d'assurance participative, a élargi l'éventail de produits financiers conformes à la charia disponibles pour les clients des banques participatives. Cependant, le secteur de la finance participative au Maroc reste encore petit, évalué à 2,7 milliards de dollars, ce qui ne représente que 2% de la part du marché domestique. Il semble néanmoins avoir un avenir prometteur. D'ailleurs, le secteur devrait atteindre 7 milliards de dirhams, environ 700 millions de dollars, d'actifs d'ici 2025 selon la Banque mondiale. Ainsi, les défis auxquels est confronté le secteur, incluant l'offre limitée de produits participatifs et donc la capacité des acteurs à innover, la faible base de capital des banques participatives, le maintien d'une conformité stricte avec les principes de la charia, tout en restant concurrentiel sur le marché ou encore surmonter le manque de compréhension et d'éducation financière chez le public. Pour passer un crible toutes ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter un panel exceptionnel que je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Mohamed Zougari Lagrabi, chef de service études et relations avec les instances de la finance participative au sein de Banque Al-Maghrib. Nous vous demanderons votre éclairage sur les actions menées par la Banque Al-Maghrib pour développer la finance participative au Maroc, ainsi que sur les instruments
et les mécanismes de refinancement et de gestion de liquidité mis à la disposition des banques participatives par la Banque Al-Maghrib. Vous serez amené également à nous présenter comment Banque Al-Maghrib soutient-elle la croissance du secteur de la finance participative au Maroc. Merci, M. Zougari. M. Essam El Achiki, chef de service VA et normalisation au sein de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ECAP. Vous nous ferez part de comment l'ECAP compte-t-elle accompagner le développement de l'assurance Takaful au Maroc. Nous nous attendons aussi à connaître, entre autres, les règles de gouvernance et de gestion des fonds d'assurance Takaful fixées par la récente circulaire de l'ACAP, ainsi que les enjeux de l'assurance Takaful pour le marché des capitaux au Maroc. Merci, M. El Achiki. Mes remerciements vont aussi M. Abderrahman Lalou, expert en finance participative et président de l'Académie de la finance participative, APIF. Nous espérons connaître avec vous les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la finance participative au Maroc et comment y faire face, mais aussi comment APAF travaille-t-elle à améliorer la compréhension et l'éducation financière de la population marocaine en ce qui concerne les produits financiers participatifs nationaux. Enfin, votre point de vue sur les perspectives d'avenir de la finance participative au Maroc et quels sont les axes d'innovation à privilégier. Je tiens également à remercier M. Khalid Boussaid, directeur général Tawiniyat Tamin Takafuli de la MAMDA-MCMA. Nous vous demanderons des précisions sur les opportunités et les défis de la finance participative et spécialement Takaful au Maroc, notamment en termes de réglementation, de concurrence, de formation et de sensibilisation. Vous serez aussi invité à nous donner un aperçu sur les pistes de développement d'innovation pour la Takaful au Maroc, en inspirant des expériences internationales et des besoins du marché. Avant de redonner la parole à Landry Benoit pour modérer le reste de cette session, je tiens à remercier nos partenaires OCP, Spirit AeroSystems, Bank of Africa, Aqua Group, CIH Bank, RMA Assurance, Kutubia, Credit Agricole du Maroc et Atlanta Sanad Assurance. Merci à tous et bon webinaire. Merci, Président. 6 ans, et oui déjà, pour le début de la mise en place de l'écosystème de la banque participative. Et une étape a donc été franchie, comme l'a dit le Président de la Bridgeham, une étape a été franchie il y a quelques mois. Takaful, l'assurance Takaful, les décrets d'application ont été mis en place et donc c'est un tournant, peut-être un tournant majeur, on va voir ça avec nos intervenants aujourd'hui, pour cet écosystème de la finance participative. Après Takaful, à quoi s'attendre? C'est donc la thématique de ce webinaire. Je vous donne quelques chiffres pour dresser rapidement le tableau. On est à un peu plus de 200 000 clients aujourd'hui dans la banque participative, peut-être 500 000 dans les prochaines années. Aujourd'hui, à peu près 2-3% d'actifs bancaires global, peut-être 5% d'ici 5 ans. En tout cas, c'est des objectifs qui restent du raisonnable. 40% de croissance également pour ce secteur ces dernières années. Et puis, la banque participative qui représente aujourd'hui déjà 6% des actifs immobiliers. Il y a beaucoup de nouveautés. On va en parler bien évidemment avec nos intervenants que je vais représenter un par un, à qui je vais donner la parole un par un. N'hésitez pas bien sûr à poser dès maintenant vos questions que nous prendrons et que nous débattrons et répondrons bien sûr à travers nos intervenants dès la fin de ce webinaire. On va donner la parole donc et refaire les présentations avec chacun de nos invités. Mohamed Zougari Lahari, bonjour. Bonjour, alors, Monsieur Landry. Comment allez-vous? Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors, vous êtes, je rappelle, responsable études et relations avec les instances de la finance participative. Vous êtes à la direction supervision bancaire au sein de la Banque centrale de Banque Al-Maghrib. On va voir avec vous dans un instant justement quel rôle joue Banque Al-Maghrib
aujourd'hui? Quelles sont les actions menées pour développer la finance participative? Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui également va être mis en place peut-être à l'avenir? Nous donnerons la parole ensuite à M. Essam El Hacheki, qui est chef de service veille et normalisation au sein de la CAPS, l'autorité de contrôle de l'assurance et de la prévoyance sociale. Bonjour. Bonjour, bonjour. Un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On verra avec vous justement quel est le rôle de la CAPS pour accompagner le développement du secteur de l'assurance Takaful au Maroc. Abderrahmane Lalo également avec nous. Bonjour. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Vous êtes expert en finance participative, président donc de l'Académie pour l'assurance, la finance participative, l'APAF. Et puis Khalid Boussaïd qui est également avec nous. Bonjour. Bonjour Benoît, je voulais juste profiter de l'occasion pour rectifier le titre. Je suis directeur de projet de Taounet Ta'min Takafouli. Très bien, voilà. C'est parfait. Donc, le directeur du projet Taounet Ta'min Takafouli, c'est ça, au sein de la MAMDA MCMA. Oui, tout à fait. Un plaisir de vous accueillir et on parlera avec vous justement des principes et des avantages de la finance participative du Takaful pour les clients futurs et à venir, pour les acteurs économiques également. Et puis, quelles sont les opportunités et les défis en la matière. On va commencer avec vous, Mohamed Zougari Lahari. Je vais vous poser une question un peu terre à terre, mais qui pose peut-être le décor. Question sur les instruments et les mécanismes qui ont été mis en place déjà en matière de refinancement et de gestion de liquidité qui a été mise à disposition des banques participatives depuis maintenant 6 ans. Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement aujourd'hui depuis la date de la constitution de cet écosystème? Tout d'abord, c'est pour Banque Maghreb un réel plaisir de participer à ce webinaire sur l'état des lieux de la finance participative au Maroc et les perspectives de développement post-lancement du Takaful. Nous tenons d'abord à remercier la Chambre de commerce britannique à l'origine de cette initiative, ainsi que tous les participants, notamment la CAPS, régulateur du secteur des assurances, notamment pour les efforts qui ont été consentis pour la complétude du cadre légal et réglementaire aux assurances Takaful. Donc, tout d'abord, en rapport avec la thématique Takaful, il est à signaler que le Takaful est un compartiment qui complète l'écosystème. Il jette les jalons d'une offre variée qui comprend la couverture des risques et la promotion de la gestion de l'épargne, et ce en droite ligne avec les avis conformes du Conseil supérieur des oulémas. Au passage, je rappelle que le Conseil supérieur des oulémas est la seule instance, c'est une pièce maîtresse d'abord, et c'est la seule instance qui est habilitée à prononcer une consultation religieuse à caractère public, en particulier dans le domaine financier, à travers un comité qui en est une émanation, c'est le comité Sharia pour la finance participative. Donc, ce schéma de gouvernance présente l'avantage d'éviter les queues de divergence d'interprétation, et sachez qu'aujourd'hui, il est adopté par plusieurs pays et nous sommes followés aujourd'hui dans ce modèle. Donc, depuis son lancement, le Takaful, il a apporté du confort aux banques participatives dans la mesure où il a permis de mitiger un certain nombre de risques et de préserver, bien sûr, les bénéficiaires, mais également leurs ayants droit, le cas échéant, en cas de décès ou de sinistralité. Comme vous le savez, ce sont des établissements, donc les banques participatives ont démarré en 2017, et bien avant le lancement du Takaful, donc dans une démarche anticipative et proactive, Banque Maghreb, la CAPS, les banques participatives se sont concertées juste après le lancement du Takaful pour le déploiement de la couverture du stock de financement qui n'était pas couvert par une assurance à date. Donc, à date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes pratiquement à pratiquement 80% de couverture du stock, ce qui est un chiffre relativement important. Je reviendrai sur un point très rapidement avant de démarrer sur la question des mécanismes de refinancement. Dans sa présentation, le président de la Chambre britannique a fait une petite présentation. Donc, il a soulevé la question de la capitalisation. Il a parlé de faible base de capital. Moi, je rappelle un point qui est fondamental, c'est-à-dire que bien qu'elle soit de taille plus petite et moins exposée aux risques systémiques, en principe, au moins durant les premières années, les banques participatives sont soumises aux mêmes règles en matière de réglementation prudentielle, de dispositions réglementaires.
De ce fait, bien sûr, moyennant des adaptations spécifiques, de ce fait, ce sont des banques qui respectent le minimum réglementaire, donc les exigences réglementaires de la Banque centrale en matière de capital. Donc, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de faible base de capital. Elles respectent parfaitement les règles en matière d'adéquation des fonds propres ou de solvabilité. Pour revenir à votre question sur les mécanismes de refinancement et de gestion de la liquidité, la réponse elle est intimement liée au développement des autres secteurs, des compartiments de l'écosystème de la finance participative et bien évidemment des avis du Conseil supérieur des ulémas. Donc, sachez qu'il faut revenir au contexte. Au démarrage, ce sont des établissements qui avaient un excédent de liquidité. Et donc, on a répondu à une expression de besoin qui était qu'il fallait leur trouver des placements rémunérateurs. Puisque, je le rappelle, ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des investisseurs à la recherche de placements rémunérateurs. Et donc, au cours de cette phase, on a connu ce qu'on appelle l'émission inaugurale de Sukuk souverain, FT Imperium, qui a été émis par l'État marocain et qui a permis partiellement de répondre à ce besoin de placement de la liquidité excédentaire et de rémunérer justement cet excédent. 5 ans plus tard, le contexte se caractérise par une forte croissance de la demande sur les financements. Si on devait donner des chiffres, de 2021 à 2023, on a une croissance annuelle de 41%. De 2022, sur le chiffre de janvier de 2022 à 2023, on est sur une progression annuelle de 21,3%. Donc, on est sur un encours des financements qui atteint pratiquement les 20 milliards de dirhams. Et donc, ces évolutions se font à un rythme qui est plus important que la collecte de dépôts auprès du public, qui croît également dans un rythme très soutenu, pratiquement 31,7%, à peu près l'atteinte du 7 milliards jusqu'à janvier 2023. Donc, ces banques, au cours de cette période, elles ont pu compter sur le soutien des maisons mères à travers un montage, toujours pour répondre à la question du refinancement de la gestion de la liquidité, à travers un montage qu'on appelle la Wakala bil Istithmar. C'est un montage de mandat qui est le seul, d'ailleurs, instrument qui est labellisé par le Conseil supérieur des ulémas pour le refinancement interbancaire et qui est éligible, bien sûr, en tant que collatéral pour le refinancement en monnaie centrale par le biais donc, des maisons mères. Donc, la prochaine étape, les prochaines étapes en termes de développement d'instruments de refinancement, elles sont tributaires de développement des autres composantes sectorielles, les assurances, les Sukuk, les OPCVM et le marché action. Pour les assurances, aujourd'hui, vous savez, elles ont démarré. Donc, les réserves techniques, elles peuvent être investies dans l'activité des banques participatives, notamment à travers les dépôts d'investissement, ce qui permet d'ores et déjà de drainer une certaine source de liquidité considérable. Idem pour les Sukuk. Donc, tout récemment, en août 2022, il y a eu la labellisation par le Conseil supérieur des ulémas des arrêtés de Madame la ministre de l'économie et des finances relatifs aux Sukuk d'investissement et de financement. Elles ont été publiées au bulletin officiel. Ça constitue une avancée majeure. Pourquoi? Parce que les Sukuk se présentent comme un levier pour le refinancement de la banque participative, dans la mesure où l'activité générale de la banque peut servir de sous-jacent pour la levée de fonds, et vice-versa. C'est-à-dire que les Sukuk sont également, lorsqu'on a des établissements qui ont un placement à faire, bien placés dans ce type d'instrument. Donc, l'apport des Sukuk est indéniable en tant que collatéral potentiel, ainsi que pour se conformer, bien sûr, à la réglementation de la Banque centrale, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une logique de pas de faveur, pas d'obstacle. C'est-à-dire qu'il y a des règles prudentielles en matière d'adéquation des fonds propres, en matière de liquidité, que les banques participatives respectent au même titre que les banques conventionnelles, bien sûr, moyennant les adaptations spécifiques. Dans ce sillage, toujours, on a le développement du marché des OPCVM conformes, qui devrait également drainer aux banques participatives des liquidités. La Banque centrale a été consultée par le ministère de tutelle, le ministère des Finances. Et donc, en concertation au niveau de la place, nous avons soumis un certain nombre de remarques dans le cadre d'un projet de loi d'amendement de la loi sur les OPCVM, afin de permettre à ces OPCVM, afin plutôt de fixer ou de déterminer au niveau des univers de placement potentiels la possibilité justement de placer dans les banques participatives. Donc, c'est un projet qui actuellement est en cours d'examen, en instance d'examen au niveau du secrétariat général du gouvernement. Des échanges ont également eu lieu donc, entre le CSO, le Conseil supérieur des ulémas, et les acteurs du marché boursier,
de telle sorte à ce qu'on puisse identifier un certain nombre de règles de screening, de filtrage, pour que les placements donc en actions cotées soient identifiés. Donc, la question de la diversification des ressources et de la gestion de la liquidité pour ce secteur, donc on peut dire qu'on a entamé un certain nombre d'échanges et aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous avons entrepris un travail pour commander une étude dans le cadre d'une assistance technique, également avec la Banque islamique de développement. Donc, voici les principaux axes ayant trait aux réalisations en matière d'instruments de refinancement et de gestion de la liquidité, ainsi que les futures étapes qui, comme je l'ai dit, sont intimement liées au développement des autres composants de l'écosystème, à savoir les assurances, le marché de capitaux et les avis du Conseil supérieur des oulémas. Merci. Alors, dans ces étapes qui ont été passées, ces étapes à venir également, si Mohamed Zoghari Larari, comment justement Banque Al-Maghrib peut participer à développer et renforcer la compétitivité du secteur? Oui. Alors, on revient à la Banque centrale. Qu'est-ce que c'est? Banque Al-Maghrib, c'est un régulateur, c'est une autorité de régulation qui a dans son périmètre d'attribution des aspects qui ont trait à l'habilitation, à l'agrément des établissements, au fait d'édicter la réglementation y afférente, donc en tant que superviseur, et qui veille et s'assure du respect par ces établissements de la réglementation à travers le contrôle sur place et le contrôle sur document. Alors, à ce stade, on qualifie la phase qu'on est en train de vivre de la phase de pose des fondations. C'est une phase d'assimilation et d'intégration de la finance participative dans l'écosystème financier marocain. Et donc, le travail de base qui a été réalisé, c'est ce qu'on appelle le travail de mise en place d'un écosystème enabling environment, c'est-à-dire un écosystème qui est propice, un environnement propice, avec donc un principe qui est d'avoir un système friendly, c'est-à-dire qui ne pose pas des problématiques de frottement. Et donc, il y a eu un travail de mise en place d'un socle légal, réglementaire, ayant trait à l'adaptation de la réglementation prudentielle, comptable, relative à la gouvernance, à la structuration des produits, aux canaux de commercialisation, mais également un certain nombre d'aspects qui ne relèvent pas nécessairement du périmètre de la Banque centrale, mais où il y a un travail d'accompagnement, c'est-à-dire d'accompagnement pour un certain nombre de volets. Bon, je citerai par exemple le volet contractuel, qui, quand bien même ne relève pas des prérogatives de la Banque centrale que celui des banques, la Banque centrale a eu une approche pour avancer dans un ordre de place, bien sûr, tout en encourageant l'ingénierie financière et les initiatives individuelles. Après cette phase de pose des fondations, au cours de laquelle la Banque centrale a fédéré aux côtés des différents acteurs cet écosystème, le travail d'accompagnement, bien sûr, se poursuit pour parfaire et pour perfectionner le cadre réglementaire dans le respect de nos compétences d'attribution et pour assurer ce qu'on appelle une neutralité de traitement. C'est à chaque fois qu'il y a une contrainte, une remontée terrain par rapport à une contrainte qui est d'ordre procédural. Parfois, ça peut être quelque chose de très basique. Je veux acheter un tracteur, je bénéficie en tant qu'acteur, que client, personne physique d'une aide du Fonds de développement agricole, ben quand c'est une banque participative qui intervient dans le financement, eh bien, je ne peux pas bénéficier de cela. Et donc, la Banque centrale agit, intervient avec les opérateurs de telle sorte à ce qu'on adapte un peu la procédure. C'est quelque chose qui a concerné beaucoup de textes de loi sur initiative de la Banque centrale, le texte 1936 sur la réglementation de la vente à crédit de véhicules automobiles, les textes relatifs à l'acquisition de terrains agricoles ou à vocation agricole à l'extérieur du périmètre urbain. Bref, un certain nombre de textes. Donc, dans la continuité, ces efforts se poursuivent. Plusieurs chantiers sont actuellement engagés, que ce soit avec le secrétaire général du gouvernement, avec le ministère des Finances, mais aussi avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Je citerai à titre d'exemple la loi de protection du consommateur. Ce sont des textes qui doivent nécessairement être adaptés pour tenir compte de cette spécificité de l'intermédiation financière qui ne se fait pas nécessairement à travers le prêt et emprunt d'argent en contrepartie d'un loyer, mais à travers des montages structurés de produits où la banque a une casquette d'acheteurs, de vendeurs, de maîtres d'ouvrage, etc., etc. Alors, dernière question peut-être sur les actions que mène Banque Al-Maghrib pour soutenir la croissance du secteur. Je pense notamment en termes d'éducation financière ou en termes de renforcement des capacités des acteurs du secteur. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est établi par Banque Al-Maghrib?
Alors, premièrement, je tiens à souligner que la principale réalisation, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des établissements qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qu'on voit tous les jours au niveau de la scène financière. La palette de produits qui est offerte par ces acteurs ne cesse de se renforcer, donc progressivement, au fur et à mesure qu'on structure ces produits, qu'on les labellise par le Conseil supérieur de l'ULAMA et qu'on lève un certain nombre de contraintes, comme j'ai dit, qui peuvent être parfois d'ordre fiscal, qui sont à l'origine de surenchérissement du coût, etc., etc. Pour toute cette offre, elle s'adresse à tous. Elle s'adresse aux particuliers, elle s'adresse aux entreprises et elle s'adresse également aux institutionnels. Donc, il y a un vif désir pour toutes ces catégories et un besoin de comprendre la structuration de ces produits. Ça se fait à travers le renforcement de la communication, l'éducation financière, que ce soit, c'est ce qu'on appelle en fait le public awareness. Et ça passe soit par le canal de l'information, le canal de la formation. Donc pour l'éducation financière, Banque El Maghreb intervient sur ce chantier de concert avec la Fondation marocaine de l'éducation financière. C'est une fondation qui est présidée par M. Louali de Banque El Maghreb, notamment à travers l'incorporation de la finance participative dans le programme de l'éducation financière de la Fondation marocaine de l'éducation financière. C'est quelque chose qui a démarré en 2022. Par exemple, depuis 2022-2023, on a organisé une quinzaine de manifestations qui ont touché toutes les provinces du royaume, dans des universités, compte tenu bien sûr du rôle de relais qu'elles peuvent jouer, mais également de la promotion de la recherche, parce qu'on les informe aussi de la matière du corpus qui a été mis en place. Et ça a concerné donc plusieurs villes. Bon, je peux vous citer, c'était dans le cadre de ce qu'on appelle la Global Money Week, la semaine de l'éducation financière, et ça a concerné plusieurs villes du royaume. Je citerai Asfi, Stat, Bni Mellal, Tanger, Nador, Oujda, Taza, Agadir, Etmiloul, Gelmim, Rabat, Marrakech. Et c'est quelque chose qui permet d'aller au contact des étudiants, des universitaires. Et voilà, pareil, dans cette continuité, on a bien sûr les formateurs de la Fondation marocaine d'éducation financière. Donc, il y a un travail d'adaptation de ce qu'on appelle les valises pédagogiques des formateurs qui a également été initié. Et en ce moment, on travaille avec dans le cadre de consultations pour développer des capsules grand public qui est sur la vulgarisation de la finance participative, bien sûr avec les parties prenantes. En ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs, c'est un pilier fondamental. Et sachez qu'on en était conscient depuis le départ. Les acteurs, c'est d'abord les institutionnels, c'est le Conseil supérieur des ULAMA, c'est les entités et départements ministériels concernés. Et donc, dès 2011, on avait organisé un certain nombre de workshops en collaboration avec ce qu'on appelle des organismes standard setters de référence en la matière. Je citerai l'IFSB, Islamic Financial Services Board, qui viennent pour former les agents qui relèvent, que ce soit du secteur bancaire ou de la Banque centrale. Pareil, pour le Conseil supérieur des ULAMA, nous avons organisé des visites au niveau d'un certain nombre de pays pionniers. Je citerai à titre d'exemple le Bahreïn, la Malaisie, les Émirats arabes unis. C'est des visites qui se sont déroulées donc, au cours de la phase préparatoire et qui se poursuivent. Nous programmons également un certain nombre de formations au cours de l'année, Inch'Allah 2023, toujours en collaboration avec des standards setters. Donc, bien évidemment, les opérateurs font également bénéficier leur staff de formation, que ce soit en interne, parce que c'est une obligation qui a été consacrée dans le cadre de la réglementation relative à la fonction de conformité aux avis du CSO. Et donc, il y a des programmes annuels de formation qui sont adressés aux agents. Et dans cette continuité, en principe, ce programme d'éducation financière devrait s'étendre. Donc, les choses se font progressivement. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que nous sommes ravis des réalisations en la matière. Il faut tous qu'on se félicite grâce à tous les acteurs impliqués dans ce projet, des réalisations que nous avons pu achever. Merci beaucoup, c'est Mohamed Zoghari Larari. Je rappelle que vous êtes responsable du service études et relations avec les instances de la finance participative. Vous êtes au sein de la direction supervision bancaire de Banque El Maghreb. On vous retrouve tout à l'heure, bien évidemment, pour la séance des questions, avec déjà beaucoup de questions qui commencent à pleuvoir. On va donner la parole à présent à un autre organisme étatique. Alors, cette fois-ci, il s'agit de l'ACAPS, l'autorité de régulation, l'autorité de contrôle de l'assurance et de prévoyance sociale, non pas de régulation, entre autres.
avec Monsieur Issam Lachiki. Rebonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes donc chef de service veille et normalisation au sein de la CAPS. Alors c'est vrai que la CAPS, aujourd'hui plus que jamais, au sein de la finance participative avec la mise en place des TACAFOL, la première question, elle est simple, c'est finalement comment la CAPS compte accompagner le développement de l'assurance TACAFOL au Maroc. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je remercie mes collègues qui sont avec nous dans cette présentation. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais bien dérouler une petite présentation quand même pour rappeler un petit peu les concepts de base de l'assurance TACAFOL ainsi qu'un petit aperçu sur notre autorité de contrôle. Si aujourd'hui tout le monde connaît Banque El Maghreb, l'autorité de contrôle des assurances, c'est une autorité qui vient, je dirais, qui a 7 ans d'existence. Tout le monde ne connaît pas cette institution et je profiterai de l'occasion de partager avec les participants un petit peu quels sont les champs de notre intervention et quelles sont nos missions. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, une petite présentation, donc, slide suivant. Donc, on était au départ une direction au sein du ministère d'économie et de finances. Et par la suite, suite aux orientations et recommandations des hautes instances de normalisation, il était nécessaire de passer à un mode d'autonomie. Aujourd'hui, on est une autorité indépendante et on exerce à la fois sur un périmètre d'assurance et un autre de la prévoyance sociale. Donc, parmi nos missions sur le volet assurantiel, on fait bien sûr notre mission principale sur le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance, à savoir la solvabilité et les autres règles prudentielles. On assure la fonction d'organisation de marché par la délivrance des agréments et également l'organisation de marché, que ce soit des entreprises d'assurance ou des intermédiaires. On veille sur la protection des assurés. C'est un pilier important. Ça a été manifesté et concrétisé par la création d'une direction dédiée à la protection des assurés. On a un département, je dirais même une direction qui veille sur la normalisation et la régulation, poursuivre les standards internationaux et d'être à la hauteur et d'être au niveau des grandes instances internationales par rapport à ce volet. On veille sur l'application de la loi 4305 sur la lutte contre blanchiment de capitaux et on contribue à côté de Banque El Maghreb et d'autres instances dans la promotion et bien évidemment pour la promotion et l'éducation et dans le domaine de la sensibilisation. Sur le volet de la prévoyance sociale, on veille sur la protection des assurés affiliés bénéficiaires, on favorise la pérennité des régimes de retraite et de la prévoyance d'une manière générale. On est acteur dans la régulation et on assure le contrôle technique et prudentiel. Donc, ça c'est un petit mot introductif sur les grandes missions de notre institution. Slide suivant, si vous permettez. Oui, slide suivant. Donc, si je peux rappeler un petit peu le modèle de gestion TACAFOL aujourd'hui tel qu'il est adopté au Maroc, je rappelle que ça a pris un peu de temps la mise en place de l'assurance TACAFOL parce qu'il y avait un échange très constructif avec le CSO, notamment par rapport à l'histoire de l'indépendance et l'autonomie des fonds des participants et l'opérateur TACAFOL. Donc, le système, en résumé, c'est qu'on a des participants qui contribuent dans un fonds des participants. Ce fonds est créé par un opérateur. Ces participants contribuent et mettent leur argent dans ce fonds. L'opérateur, qui est l'entreprise d'assurance TACAFOL, ils prennent sa rémunération de gestion pour pouvoir gérer. Mais tout ce qui est, je dirais, opération assurantielle, il est géré au sein du fonds des participants à travers des comptes, que ce soit la livraison ou bien le service des prestations, les opérations de la réassurance TACAFOL, la constitution des provisions, etc. Tous les investissements qui se font à travers ce fonds doivent être conformes, bien sûr, au concept de la charia, et tout excédent réalisé est distribué à l'ensemble des participants. Si jamais il y a un déficit dans la couverture des engagements de ces fonds,
là, l'opérateur intervient pour donner une avance Takaful. C'est une avance, c'est un prêt sans intérêt. Donc, c'est plus ou moins le schéma qui est adopté aujourd'hui à travers deux entités indépendantes. Et c'est un schéma qui a reçu l'avis conforme du CSO. Aujourd'hui, on travaille sur ce modèle-là. Bien évidemment, il y a d'autres modèles qui ont été adoptés par d'autres juridictions, mais c'est notre modèle, c'est celui-là, et qui porte le plus de garde-fous en matière de conformité à la charia. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, comment ça se passe en pratique? Donc, pour que tout le monde soit au courant, donc, si quelqu'un est intéressé par le modèle Takaful, il n'a qu'à s'adresser à une entreprise d'assurance Takaful. L'entreprise d'assurance Takaful doit lui délivrer son règlement de gestion. Ce règlement de gestion, c'est un document qui énonce les principes et le fonctionnement de fonds qui est créé par l'entreprise. Et il détermine également les missions et les engagements de l'entreprise en tant que gestionnaire de ce fonds. Donc, le participant reçoit ce document. S'il est d'accord sur son contenu et il est intéressé par la couverture du risque auquel il est exposé, il adhère à ce système à travers la signature de ces règlements de gestion. Mais la couverture ne commence qu'à partir de la signature du contrat d'assurance. C'est un document, c'est un autre document. Il ne s'agit pas du règlement de gestion, c'est le contrat qui comporte la garantie sur les risques. Donc, dans ce concept-là, on trouve les participants, on trouve l'entreprise qui gère et on trouve le fonds qui supporte le risque assurantiel. La relation entre l'entreprise et le fonds, c'est une relation de mandat wakala et les participants sont là pour se protéger. Voilà, ça c'est le modèle d'une manière générale. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en matière de règlement, comment ça se passe comment on gère ce fonds? Les entreprises d'assurance gèrent ce fonds. Alors, il y a lieu de souligner ici quelques notions, je dirais, fondamentales, à savoir le système de gouvernance. En plus des exigences en matière de gouvernance qu'on voit généralement dans les entreprises d'assurance classiques, il y a des exigences supplémentaires, notamment par rapport à la conformité aux avis du CSO. Donc, le système est caractérisé ou bien l'entreprise doit mettre en place une fonction de conformité qui s'assure du bon suivi des recommandations et des consignes des conseils supérieurs de l'ULAMA et elle s'assure de l'implémentation exacte de ces recommandations. Par ailleurs, il y a une autre couche supplémentaire de garantie, c'est l'audit interne qui est exercé par un auditeur de charia qui est au sein de l'entreprise pour qu'il veille sur la pertinence et l'efficacité de cette fonction. Alors, si vous me dites par exemple, c'est quoi l'apport par rapport je dirais, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale a mis en place, la solvabilité du fonds aujourd'hui, il est assuré par l'entreprise d'assurance et les garanties financières pour la couverture des engagements techniques. Là aussi, il faut souligner qu'il y avait un effort qui a été déployé par l'autorité de contrôle, c'est qu'elle a mis en place un dispositif qui est agile et qui est souple en matière de couverture. On sait tous qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les instruments nécessaires financiers pour exercer pleinement et dans les bonnes conditions les activités assurantielles. C'est pour ça que dans le système de garantie financière, l'autorité de contrôle a mis en place plusieurs souplesses pour permettre la pérennité de ces systèmes tout en gardant la solvabilité des fonds des participants. Si on prend par exemple l'autorité, qu'est-ce qu'elle a fait en matière de placement, par exemple, il faut souligner qu'on était un peu ambitieux au départ parce qu'on s'est dit qu'on va, à la fin de la publication, ça sera coïncidé avec la publication des textes qui régissent les OPCVM conformes à la charia, les OPCI conformes à la charia, etc. Aujourd'hui, on est avec des soucoupes et les placements offerts par les banques participatives. C'est bien, ça nous rassure un petit peu sur ce démarrage, mais on en aura absolument besoin pour les autres instruments pour permettre la diversité et la sécurité et la liquidité des placements. Ce sont des piliers fondamentaux pour les entreprises d'assurance pour une bonne gestion et management des risques. Donc, voilà. Donc, le slide suivant. Alors, juste peut-être
En entendant Oui. le slide suivant, j'avais une question, alors un petit peu insidieuse. Vous m'arrêtez, vous me dites stop. Mais j'aime bien les coulisses. Moi, je voudrais juste savoir, Takaful et la CAPS, à quand ça remonte l'histoire? Est-ce que ça remonte dès le départ de la création de la CAPS ou est-ce que c'est assez récent? On est sur combien de personnes? Parce qu'aujourd'hui, la CAPS, c'est plus de 130, 150 personnes hein, au total. Vous me corrigez si je me trompe. Aujourd'hui, c'est un bureau d'une dizaine de personnes quasiment qui s'occupent de Takaful, à temps plein, bien évidemment. En fait, le Takaful aujourd'hui, il est géré par 3 directions. On a la direction à laquelle j'appartiens, c'est la direction de la régulation et de la normalisation. On était très actifs, notamment au démarrage et pour la conception du modèle. Et là, on avait plusieurs interactions avec les parties prenantes, le ministère d'économie et de finances, les opérateurs du marché, la fédération. C'était vraiment des réunions, des heures et des heures pour discuter un petit peu c'est quoi le meilleur modèle pour construire un modèle qui est trop solide. Il est passé en 2 étapes en fait. En 2016, il y avait la sortie de la loi, c'est la première introduction des concepts. Alors, on s'est confronté lors de la préparation des textes d'application d'une problématique majeure et une discussion énorme avec le CSO qui a exigé qu'on doit absolument avoir un fonds qui a la personnalité juridique indépendante. Ça, c'était le point fondamental qui a fait le détour et qu'on a reconstruit un petit peu notre modèle pour répondre aux exigences du CSO. Au départ, on était dans une séparation comptable, c'est-à-dire je suis dans une entreprise, j'ai des comptes spécifiques pour le Takaful et je peux exercer sans problème. La crainte du CSO d'avoir ce mélange d'argent, etc., avec tout ce qui est conventionnel et tout ce qui est, je dirais, la part des participants dans leur fonds, a fait en sorte de réviser ce dispositif en profondeur. C'est pour ça qu'il y avait la sortie d'un amendement en 2020 et après, il y avait des textes d'application qui ont vu le jour en 2022. Et après, fin 2021-2022, et c'est là où il y avait le commencement effectif de l'activité d'assurance Takaful. Donc voilà, c'est l'historique. Aujourd'hui, à notre côté, la direction de la régulation de la normalisation, on trouve la direction de la protection des assurés qui valide les produits d'assurance. Bien sûr, oui. Parce qu'on a cette particularité que chaque produit d'assurance Takaful doit avoir l'aval au préalable de l'autorité et également il doit avoir l'avis conforme du CSO. Et à notre côté, une 3e direction qui se charge de tout ce qui est contrôle et qui a pris la main aujourd'hui et qui fait le suivi régulier des entreprises d'assurance de la place, qui sont aujourd'hui en nombre de 4. On a l'architecture complète. Ah, vous êtes au nombre de 4 maintenant. D'accord. Avec donc effectivement la chef de veille et de service que vous représentez. On parle donc des agréments à présent. Donc, on voit justement là sur le slide que vous nous montrez, hein, c'est Sam Elacheki, les agréments à 4 entreprises d'assurance Takaful et une entreprise de réassurance. Exactement. En fait, l'entreprise d'assurance, on était un peu souple dans le dispositif et qui a été réconforté par le CSO, c'est la réassurance. La réassurance, comme vous le savez, on est dans un marché petit. Donc, il était quasiment impossible de mobiliser 50 millions de dirhams pour exercer une petite activité. C'est pour ça, d'où la nécessité d'opérer à travers une fenêtre. Et ça a été accordé. Et il y a un mécanisme particulier pour les fenêtres pour qu'ils soient également à la hauteur de la conformité aux avis des CSO. Donc, aujourd'hui, on est à la place 4 opérateurs et une fenêtre de réassurance Takaful. En matière de distribution, comme vous le savez, ce créneau, l'assurance, il est distribué généralement à travers des intermédiaires d'assurance ou d'autres intervenants tels que les banques. Donc aujourd'hui, on a 12 courtiers d'assurance Takaful qui ont reçu l'extension d'agrément et on opère dans le domaine de l'intermédiation à travers 5 banques participatives et 3 banques à travers la fenêtre participative. Le slide suivant, si vous permettez. Alors, il arrive, il est là. Voilà, très bien. Donc, c'est aujourd'hui, où on est maintenant et c'est quoi notre ambition en fait?
Aujourd'hui, on a reçu, ou bien les entreprises ont demandé 3 typologies de contrats d'assurance. Les contrats qui couvrent le décès, la multirisque bâtiment et l'investissement TKF. Sur le contrat d'essai, il y a 3 modèles. Il y a un modèle qui s'adresse pour couvrir les risques pour les financements participatifs. Il y a le deuxième modèle qui couvre le décès et l'invalidité, qui est à destination de toute entreprise qui désire faire ça, par exemple, pour ses salariés ou bien pour ses employés, ou bien il peut être adressé directement aux particuliers. Et il y a le troisième modèle, c'est celui où l'entité qui veut faire ça uniquement pour la garantie d'essai. Il ne veut pas mélanger avec la garantie de l'invalidité. Sur la multirisque bâtiment, là aussi, on a 2 modèles. Il y a des modèles qui sont adressés au financement participatif. Et il y a le deuxième modèle qui est à toute personne qui désire faire une couverture en matière de multirisque bâtiment. Les produits sont là pour couvrir ce besoin-là. Le troisième compartiment, c'est l'investissement Takafoul. C'est l'équivalent un petit peu de l'épargne. C'est avec 2 composantes également, c'est la retraite complémentaire ou bien on est dans un horizon d'investissement. Peut-être un petit mot par rapport à l'investissement, comme le démontrent les statistiques CIPSO. Si on regarde un petit peu la production en 2012, on constate qu'elle est un petit peu dominée par l'assurance décès. D'ailleurs, c'était la cible principale des entreprises de la place parce qu'on a découvert, on a des gens qui sont là, qui ont pris des financements participatifs, mais qui ne sont pas couverts. Alors, c'était la cible principale. Il y a la multirisque bâtiment avec 10% du chiffre d'affaires et l'investissement Takafoul avec quelque chose à l'horizon ou bien aux alentours de 5%. La garantie contre les événements catastrophiques, qui est une garantie annexée au multirisque bâtiment, il est dans les alentours de 1%. Alors, en 2022, on était en démarrage avec un montant global de production de 12 millions dirhams. Si vous le constatez uniquement le premier trimestre 2023, on est à 13,4 millions de dirhams. Donc, j'imagine avec l'évolution d'autres instruments qui permettent la diversification, qui permettent de faire bouger les choses, donc on peut même voir une révolution au niveau des investissements Takafoul. Vu qu'aujourd'hui, à titre de rappel, donc, les produits d'investissement Takafoul, heureusement qu'ils bénéficient aujourd'hui des mêmes incitations fiscales que les produits d'épargne classiques. Donc, on attend les instruments, on attend de couvrir les assurances d'essai pour, j'imagine, passer à d'autres horizons et à d'autres produits. Ces points-là, peut-être, ils seront détaillés par Khalid, représentant des entreprises de la place, qui peut nous donner un petit peu plus de détails par rapport à leurs ambitions sur ces volets-là. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai dit, l'investissement Takafoul, c'est une cible qu'on peut considérer comme prioritaire dans les prochains mois. Et il y a aussi un point en parallèle, c'est celui des contrats en unité de compte. C'est des contrats qui rejoignent un petit peu l'esprit de l'épargne. Ce sont des contrats où la prise de risque est supportée par l'assuré et l'entreprise qui est gestionnaire essaie de maximiser la rentabilité à travers des supports. Si demain on aura les OPCPM Sharia compliant, je suppose que les contrats en unité de compte peuvent démarrer aisément. En matière, je dirais l'autorité de contrôle des assurances était présente durant ce processus, que ce soit pour accompagner les entreprises de la place pour la préparation des règlements de gestion, les traités de réassurance pour la fenêtre, l'élaboration des produits. Et on est toujours là pour les accompagner. S'ils ont un besoin, par exemple, pour l'élaboration d'autres produits types, on est là pour les accompagner et également pour fluidifier les relations avec le CSO pour atteindre les objectifs dans les meilleurs délais. On est là pour, s'il y a un besoin de souplesse réglementaire, tout en gardant en esprit la conformité à la Sharia, qui est notre prisme principal dans les produits Takafoul, ainsi que la solidité et la solvabilité des entreprises. Et on fait également des efforts considérables en matière de contribution dans l'éducation financière, à côté de Banque Le Maghreb, à côté de la Fondation marocaine de l'éducation financière. Donc, pour un petit peu rapprocher ces modèles-là aux citoyens et pour expliquer les différences fondamentales, les opportunités entre ce système et le système conventionnel,
quelles sont les opportunités et comment appréhender cette nouvelle industrie. Donc, je dirais, on est au démarrage de Takaful. On n'est pas dans une maturité profonde pour dire est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour s'affranchir et atteindre les objectifs escomptés au préalable, mais on est là pour accompagner toutes les parties prenantes pour arriver aux objectifs dans les meilleures conditions. Voilà. Merci beaucoup, c'est Essam El Achfeki. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes pour la séance des questions-réponses, avec aussi beaucoup de questions concernant la CAPS. On va donner la parole à présent à Siad Abderrahmane Lalou, qui est donc expert en finance participative. Rebonjour. Bonjour Landry, bonjour à tous. Un plaisir de vous raccueillir pour ce webinaire, pour un webinaire d'Abridja. Vous êtes également président de l'APAF, donc l'Académie pour la finance participative. On va parler de défis avec vous, Siad Abderrahmane Lalou. Quels sont les principaux défis aujourd'hui du secteur de la finance participative et en particulier, comment y faire face? Parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup depuis quelque temps, depuis ces décrets d'application donc en matière de Takaful. Est-ce qu'on a une croissance, tout à l'heure on le voyait avec Mohamed Zougari Al-Harari qui est bonne, qui est là, plus de 40%. Ça va continuer, on peut atteindre le demi-million de clients rapidement? Bien, avant de répondre à votre question, Landry, je suis heureux d'être parmi vous à l'invitation de la Chambre britannique. L'Angleterre, on le disait tout à l'heure dans les discussions en off, était l'un des pays qui apportait le plus d'intérêt à la finance dite islamique à l'époque, puisque c'était les années 90. Et aujourd'hui, c'est très intéressant que la British Chamber, avec tous ces acteurs investisseurs, s'intéresse à la finance participative au Maroc. Et je suis content d'être dans un panel quasiment équilibré avec 2 régulateurs, un opérateur et moi-même en tant qu'analyste accompagnateur, puisque aujourd'hui j'interviens sous la bannière de l'Académie de la finance participative qui fait de l'accompagnement à ce système. Je pense que le régulateur marché des capitaux aurait pu être avec nous, mais l'intervention et l'additionnalité apportée par Zougari tout à l'heure en matière de régulation des marchés des capitaux était tout à fait providentielle et finalement on est vraiment au complet au niveau de la matière. Alors les défis auxquels disons, sont confrontés les acteurs de l'AFP, de la finance participative, c'est d'abord un défi de complétude de l'écosystème. Cet écosystème aujourd'hui est composé des 3 parties. La banque participative qui est un sous-segment totalement installé, le Takaful qui est, disons, mis sur rail depuis quelques bons mois et le marché des capitaux qui est en fait en gestation. Mis à part la production ou l'émission du Sukuk souverain de 2018 qui va être renouvelé fort probablement en fin 2023, il est encore en gestation. Cette complétude est véritablement un défi, non pas que d'autres pays n'ont pas fait autrement, au contraire, d'autres pays se sont passés de cet écosystème et ont commencé un petit peu à la bonne franquette, parfois même sans cadre juridique, et disons, ça a un peu bricolé. Le Maroc a pris le choix opposé et tout à fait inspiré d'installer l'action de ces acteurs, de ces futurs acteurs, puisque ça s'est préparé longtemps à l'avance, ça s'est préparé à partir de 2015 sur le plan législatif et réglementaire. Il y a même eu un prototype d'essai en 2007 et donc une activité embryonnaire en 2011. Et puis lorsque le système s'est installé, alors là, il est sur le plan du moins réglementaire, juridique et de régulation, il est tout à fait au complet. Et sur le plan opérationnel, il faut bien entendu que les acteurs de certains compartiments, notamment marché des capitaux, viennent à la rescousse, tout à fait comme le Takaful est venu à la rescousse du financement Murabaha des banques. Donc nous avons, ça a été décrit, plusieurs établissements dans chacun de ces 3 composantes de l'écosystème. Et puis à l'avantage du système marocain, encore une fois, je voudrais attirer l'attention de tous les participants sur le fait que la finance participative, en relevant des mêmes lois
bancaire, d'assurance et de titrisation, bien sûr, ça contraint quelque part un petit peu et ça alourdit un petit peu le processus de préparation, mais en soi, c'est une excellente chose parce que ça permet d'asseoir ce système sur des bases solides et pérennes. Et puis, le pendant de cette caractéristique, c'est la centralisation de l'avis chariratique. En comparaison avec beaucoup d'autres pays où chaque institution, banque ou assurance se dote d'un conseil interne qui peut émettre des fatwas divergentes, ici nous avons le privilège d'avoir un avis, des avis concordants, uniques, voire même des contrats de place uniques, ce qui est encore une fois peut-être un petit peu étroit, mais permet une grande stabilité et une grande, disons, efficacité du système. Les défis, maintenant, moi, je vous propose de les aborder à travers les chiffres, les réalisations. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre de comptes. On a à peu près 190 agences, 3% du nombre d'agences bancaires au Maroc. Alors, ça aussi, c'est un défi. La capillarité n'est pas du tout suffisante, bien que si on en reparle dans 10 ans, avec la digitalisation, ce soit un constat moins grave. Mais aujourd'hui, la capillarité doit vraiment se développer. Il y a effectivement un peu plus de 180 000 comptes. Est-ce qu'on va arriver au demi-million de comptes? Ça, seul Dieu le sait. Mais en tout cas, il représente aujourd'hui 1% du nombre de comptes bancaires ouverts au Maroc, ce qui reste faible. Et dans ces comptes, on a 3 catégories. On a des comptes qui ont été ouverts, excusez le terme, il est un peu fort, par cannibalisation disons, de l'activité bancaire conventionnelle, des gens qui ont arrêté dans le conventionnel et qui sont passés au participatif, mais je crois savoir qu'ils sont très peu nombreux. Nous avons les comptes qui n'étaient pas équipés dans le conventionnel et qui ont ouvert des doubles comptes dans le participatif pour pouvoir les équiper, c'est-à-dire équiper, comprenez, prendre des financements. Ils avaient uniquement des comptes dans le conventionnel et donc freinés par l'incompatibilité avec la charia, ils ne se recouraient pas au financement. Alors cela, c'est une additionnalité positive. Et puis la troisième additionnalité positive, c'est l'inclusion financière des gens qui étaient complètement en dehors du système et par défaut de compatibilité avec leurs convictions et qui aujourd'hui, pour la première fois, ouvrent des comptes, pour la première fois, prennent des financements, pour la première fois, déposent leurs fonds thésaurisés dans des dépôts d'investissement, bien que les rémunérations ne soient pas très mirobolantes. Mais en tout cas, ça a véritablement bougé. Et là, il y a un vrai potentiel de développement et il faut rester optimiste par rapport à ce que vous signaliez tout à l'heure, Landry, les 5% qu'on espérait atteindre en termes de part de marché dans la part nationale. Aujourd'hui, on est loin, on est autour de 1%. En termes d'actifs, tout à l'heure, un chiffre a été cité. Le total du bilan de tout le secteur bancaire est de 27 milliards de dirhams. Là encore, ça flirte avec les 1% seulement. Venons-en au dépôt et au financement, parce que c'est les points clés. Nous avons atteint au 31 décembre dernier 9,3 milliards de dirhams de dépôt, qui ne représente, et là aussi c'est un défi en termes de potentiel de croissance, 0,8% des dépôts bancaires. Parmi ces dépôts, il y en a bien 2,3 milliards qui sont relatifs aux dépôts d'investissement, et ces dépôts d'investissement croissent à un taux plus élevé actuellement que les dépôts en compte courant. Côté financement, nous en sommes à 23,6 milliards au 31 décembre, y compris marge Murabaha, 18 à 19 sans les marges. Et dans disons, ce montant, l'immobilier Murabaha acquéreur représente la masse, 87% de ce montant-là, alors que le financement de véhicules, on en est encore à 6%, et le financement d'équipement Murabaha, qui a un bon taux de croissance, en est encore à 7%. Là, il faut véritablement à l'avenir un rééquilibrage. Il faut que la banque participative gagne davantage le segment corporate, finance davantage l'entreprise, soit davantage au diapason de ce qu'on a souhaité qu'elle soit, c'est-à-dire acteur du développement économique et social. Non pas que le financement
de l'immobilier acquéreur ne soit pas porteur de développement, si, parce qu'il y a des gens qui se logent, il y a une offre qui trouve preneur grâce au financement, mais l'accent sur le corporate est véritablement important. Mais là où il y a un véritable défi, c'est le mismatch, déséquilibre entre les dépôts que j'ai cités tout à l'heure et les financements. Le taux de couverture du financement par les dépôts est seulement de 38%, alors que dans le secteur conventionnel, conformément à ce qui se passe partout dans le monde, il est près de 100%. Il est à 96%, si Zougali pourra confirmer le chiffre. Ça veut dire que les banques n'ont pas suffisamment de ressources bon marché, voire gratuites, pour pouvoir faire face à la demande de financement qui est en forte croissance. Le taux de 38% qui a été cité tout à l'heure par Zougali, effectivement un taux très encourageant. Que font les banques? Eh bien, elles ont recours au capital. Des augmentations de capital inattendues et successives ont eu lieu, mais bon, c'est plafonné, c'est limité par rapport à l'intérêt de l'actionnaire à mettre de l'argent dedans. Et puis, on a eu recours à cette Wakala Bil Istithmar qui aujourd'hui atteint 5,2 milliards de dirhams, qui est un renflouement aujourd'hui souscrit exclusivement par les maisons mères, peut-être un peu plus tard par les zinzins, les investisseurs institutionnels, mais ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, ça pose un véritable problème d'équilibre de ressources emploi ou disons de rémunération. Parce qu'en fait, alors que les banques utilisent des dépôts gratuits et de financement gratuit pour pouvoir financer, là, on paye à 3,5 à peu près la Wakala Bil Istithmar d'un côté, alors que la majorité des financements accordés sont accordés à du 4,5-5% de taux de marge de Mourabaha. Ça laisse vraiment pas grand-chose et ça plombe peut-être pas le PNB des banques, mais ça plombe sa rentabilité. La preuve, c'est qu'on est à peine au 31 décembre au break-even point sectoriel. On est à peut-être 200 ou peut-être même pas, non, moins de 100 millions de déficit. Disons qu'on est au break-even point. Alors que beaucoup de grandes banques, parmi les 8, sont loin derrière et sont encore en déficit. Donc, c'est un vrai problème. Alors, comment refinancer son activité? Peut-être les soukouks, quand ils arrivent. Et on va parler tout à l'heure du compartiment marché des capitaux. Les soukouks d'investissement viennent d'être lancés, ça a été dit auparavant. Ils ne sont pas vraiment opérationnels. Il y a encore des frottements fiscaux qui vont être réglés. Bon, alors, si c'est des soukouks Mourabaha, les banques ne peuvent pas en émettre. Elles peuvent émettre, par contre, des soukouks Ijara, mais elles n'ont pas d'actifs suffisants. Il faudrait peut-être que lorsque elles auront la possibilité de développer du financement de l'immobilier acquéreur ou immobilier entreprise en Ijara, la donne va changer puisqu'elles auront des actifs. Parce qu'aujourd'hui, quand elles financent en Mourabaha, l'actif passe tout de suite dès la contractualisation au niveau du client, alors que l'intérêt de l'Ijara, c'est qu'elles auront des actifs peut-être atitrisés en soukouk. Et ça encore, c'est embryonnaire au niveau de la réflexion. Ce sont de véritables défis. La raison, vous me direz, de ce mismatch, eh bien, il a été constaté un peu sur le tard que le client marocain de la finance participative a pris les banques participatives pour des sociétés de financement. C'est-à-dire qu'il n'y recourt que lorsqu'il a besoin de financer une voiture, une maison ou un équipement. Et pas véritablement comme une banque universelle où il va ouvrir un compte, avoir des dépôts, avoir un carnet de chèques, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, les banques et l'académie aussi en tant que acteurs de l'éducation financière sont en train de sensibiliser la population que c'est une banque universelle où vous pouvez avoir droit à tous les services, surtout après quelques années d'expérience. Et ça, c'est un véritable challenge qu'il faut relever. Bon, maintenant, nous sommes tous conscients en tant qu'observateurs, analystes, que l'attitude du régulateur bancaire est une attitude de market pull et pas de government push, ce qui explique l'adage de pas de faveur et pas d'obstacle, c'est-à-dire la neutralité totale. Peut-être que, pas le régulateur, mais peut-être que la tutelle financière, le ministère des Finances, devrait penser à trouver des moyens d'encourager, de sensibiliser, de pousser à ce que le concept de banque universelle prenne toute sa dimension au niveau de la population
cible, parce que sinon, ça n'ira pas bon. Parlons un petit peu du Takaful maintenant et de ses défis. Je vais terminer cette première partie avec ça. Le Takaful donc est très récent. Il a fait une très belle performance grâce bien sûr à un marché captif qui était celui de la couverture des financements Murabaha. Très vite, il est arrivé à 12 millions. Je viens d'apprendre de la bouche de notre ami Ajri qu'on est à 13,4 millions de dirhams à la fin du premier trimestre 23. Je pense que c'est une bonne progression, mais bon, bien entendu, quand on compare cette production aux 54 milliards de dirhams du secteur conventionnel, du secteur national, ça reste loin du 1%, mais bon, ce n'est pas un chiffre qui a du sens. Nous en sommes tout à fait au début, et je pense que le plus intéressant ici, c'est d'accélérer l'offre de produits, des autres produits d'assurance, notamment la MRB, la multirisque bâtiment. Je suis heureux d'apprendre qu'elle représente déjà 10% et l'épargne investissement déjà 5%, c'est encourageant. Et puis, l'autre défi, c'est que soit accélérer, ça c'est pas le fait des opérateurs, c'est le fait du régulateur et du ministère des Finances du côté marché des capitaux. Activer rapidement le marché des sukuk d'investissement et de financement pour que ces compagnies puissent placer d'abord leurs réserves techniques, leur excédent, et puis qu'elles puissent véhiculer, canaliser l'épargne des clients vers des choses compatibles, des OPCVM compatibles, des OPCI compatibles, des actions grâce au futur indice Sharia de la bourse, etc. Voilà grosso modo les principaux défis très rapidement auxquels sont confrontés les deux segments de l'écosystème finance participative. Alors, Abderrahmane Alou, on va parler dans un instant des perspectives de développement, peut-être des axes d'innovation également à creuser à l'avenir. Il nous reste très peu de temps, peut-être 5 minutes. Le rôle de la PAF, concrètement, quel est son rôle aujourd'hui pour promouvoir le secteur de la finance participative ou l'éducation également à la finance participative? Alors, la PAF a été créée avec la vocation très claire de faire de l'éducation financière, dans la perspective d'améliorer, de contribuer modestement à l'amélioration de l'inclusion financière de toutes ces populations-là qui aujourd'hui ont été, disons, un peu empêchées d'accéder donc au système. Et nous le faisons vis-à-vis de quelques catégories disons, de cibles, les acteurs économiques principalement. Et là, nous avons un mécanisme d'intelligence économique du marché, c'est l'Observatoire de la finance participative qui suit un peu les tendances et les publie. Nous avons des caravanes régionales pour sensibiliser les opérateurs d'entreprise. Nous avons le fameux symposium de la finance participative, SIMPAR 23, dont la première édition s'est tenue il y a juste 2 mois et qui sera récurrent, qui sera biennal et qui a pour objectif de faire se rencontrer les acteurs et la population cible de façon très claire, et puis aussi de débattre scientifiquement des problématiques de la finance participative. Notamment pendant ce symposium, on a tenu un atelier sur cette problématique de mismatch dépôt et financement, dont un rapport détaillé va être publié par la PAF et diffusé aux personnes intéressées. Vis-à-vis des citoyens, justement, qui est aussi une population importante, les particuliers, nous organisons des conférences publiques, nous éditons des brochures, des livrets, nous produisons des vidéos, des capsules. Alors, on s'est rapproché un petit peu de la Fondation nationale ou marocaine de l'éducation financière, parce que nous souhaitons, disons, pas mimer, mais nous inspirer un peu de ce qu'elle fait, mais dans le domaine de la finance participative. Et c'est quelque chose dont véritablement beaucoup de gens sont friands. Et nous avons aussi la cible des étudiants. Des étudiants avec des conférences universitaires, des visites, des expositions. Les banques sont conscientes que ce sont leurs futurs clients, les étudiants, et qu'il faut les sensibiliser dès le jeune âge à cette offre, à cette diversification d'offres, pour qu'ils soient, disons, avertis des particularités de la finance participative. Vous souhaitez que j'enchaîne sur les perspectives de développement pour terminer? Peut-être, oui, perspectives de développement et axes d'innovation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, vous en avez parlé. Il y a des pistes à creuser aujourd'hui dès maintenant, Abderrahmane Alou? Alors, j'en vois 4, j'en ai préparé 4. La première, c'est l'intégration d'outils modernes tels que les fintech, les technologies financières,
dans les banques participatives de façon anticipée. Et ça va améliorer l'efficacité de la prestation bancaire, ça va améliorer son attractivité pour les clients, parce que justement ces fintechs sont aujourd'hui ils ont une formidable capacité à valoriser la prestation bancaire et le service à la clientèle. Il ne faut pas se dire, écoutez, bon, on est embryonnaire, attendons que ça se fasse ailleurs. Je pense que c'est un défi et ça permettra de rattraper les points de pourcentage en termes de part de marché, en termes d'inclusion financière. Le second, c'est intégrer, là encore, de façon précoce, les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance, les ESG. Aujourd'hui, on est à l'ère du développement durable. Nos banques participatives, dans leur financement, et les sociétés de Takaful pour leur placement, devraient très tôt réfléchir à anticiper la considération de l'impact environnement et du développement durable dans leurs actions. Je le dis très brièvement, aujourd'hui le gouvernement, on est conscient, il cherche des green bonds, il cherche à s'insérer dans cette tendance mondiale environnementale. Les banques peuvent le faire aussi, même avec leurs clients. Troisième élément, c'est la diversification du portefeuille de financement en s'orientant, je l'ai déjà dit, davantage sur le corporate. Et ça se fait par le biais de la murabaha immobilière pour les sièges sociaux, pour les équipements en bâtiment des entreprises, par la murabaha équipement, par la murabaha matières premières et par les contrats salam qui viennent de démarrer, qui sont les seuls contrats qui offrent de la liquidité, de la trésorerie aux entreprises. Il faut véritablement un élan de place. Il y a une ou deux banques qui s'y sont mises. Il faut un élan de place et peut-être un encouragement pour conquérir un petit peu ce segment qui représente encore très peu par rapport à l'ensemble. Et puis, enfin, la finalisation de ce qui reste comme texte réglementaire relatif aux autres produits. Vous savez que le projet, la loi bancaire ainsi que la première circulaire de Banque al-Maghreb comprend 6 produits. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un principalement, bon 2 avec le salam qui sont actifs, mais il reste l'istisna qui est en fait une sorte de BOT, Build, Operate and Transfer, disons Build and Transfer. Il y a l'Ijara qui est en bonne voie mais qui manque un petit push au niveau du conflit juridique avec le DOC. Il y a la Mudaraba et la Musharaka qui sont de vrais outils de participation. Parce que disons que le système, pour faire le mot de la fin, le système ne mérite pas encore tout à fait son appellation participative. Il n'est participatif aujourd'hui que du côté des dépôts, puisqu'il y a des dépôts participatifs qui sont en fait une participation aux pertes et au profit, mais sur le plan des emplois, c'est-à-dire des financements, c'est du pur produit de dette. Si on développe dans quelques temps la mudaraba al-murabaha, c'est-à-dire la fiducie et le capital risque, ça méritera véritablement son nom et ça permettra d'être encore plus, diraient les Britanniques, developmental, contributeur au développement national, parce que là, la banque deviendrait partie prenante de l'essor économique de création réelle de richesse de l'entreprise. Non, plus que ça, elle la soutiendrait, elle l'appuierait, parce qu'elle a ses deniers dedans, elle l'appuierait pour une bonne gestion, pour assainir son management et garantir, disons, ou anticiper la production de revenus. Voilà 4 axes qui me semblent devoir marquer la réflexion et l'action dans les années à venir. Ah, on a eu la parole du régulateur, la parole de l'ACAPS également, qui joue un rôle essentiel pour la régulation, enfin pour ce qui est en matière de réglementation, pardon, de Takaful. On a eu un expert avec beaucoup de recommandations et de matières premières. On a désormais un futur acteur avec un futur produit. Bonjour, rebonjour Khalid Boussaïd. Bonjour Benoît Landry, merci de l'invitation. Merci à la Chambre de commerce britannique du Maroc d'organiser ce webinaire. Tout d'abord, que dire de plus après M. Abdelrahman Hlou, puisqu'il a planté le décor et d'une manière très pédagogique a bien expliqué les tenants et les aboutissants de ce marché naissant, qui est le marché de la finance participative en général, mais plus particulièrement du Takaful. Alors, moi, je vais peut-être être un peu plus nuancé sur certaines choses. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, le Maroc a fait le choix judicieux et très intéressant de cadrer toute cette activité
Simplement, aujourd'hui, peut-être on serait un peu victime de cet encadrement qui pourrait être un peu plus rigide que sur le conventionnel. Alors, moi, je suis d'accord avec M. Ralari quand il dit pas de faveur, pas d'obstacle, mais disons que nous sommes sur un marché où les acteurs Takaful sont rentrés avec un ticket d'entrée sur l'investissement qui est très important, puisque si on présente Tamin Takafuli, si on peut passer à la seconde page, nous avons un coût sur l'investissement qui est le même que celui des compagnies conventionnelles. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, nous avons un fonds d'établissement de 50 millions de dirhams, un agrément qui a été octroyé en 2021, un actionnariat aujourd'hui qui est composé dans notre board de la Mutuelle Centrale Marocaine d'Assurance et de la Banque Populaire. Le CAM devrait rejoindre le board, le tour de table. Et donc, nous avons aujourd'hui une entité spécialisée dans l'assurance participative qui opère selon le mode de fonctionnement du Takaful sur l'ensemble de ses produits et de ses services, conformément, encore une fois, à l'avis du Conseil supérieur des Oulémas. Et cette disposition, encore une fois, elle est en droite ligne avec ce que nous attendons de ce marché, quelque chose qui soit borné et réglementé. Mais disons que aujourd'hui, pour pouvoir développer le Takaful, il nous faut des banques fortes, parce qu'il n'y aura pas de Takaful, ni de banque à Takaful, si on n'a pas des banques participatives fortes en face. Et comme le disait Monsieur Hlou, c'est qu'aujourd'hui, les ressources à vue, elles manquent au niveau de la banque, d'une part. D'autre part, sur les moyens d'investissement des compagnies de Takaful, aujourd'hui, on a un horizon de placement qui est relativement limité. Il y a effectivement, comme le disait M. Larari, des projets. Nous sommes patients puisque nous sommes aux prémices de cette nouvelle industrie qui voit le jour. Et donc, il nous manque encore des soukouks, il manque encore des classes d'actifs au niveau de la bourse pour pouvoir faire des placements. Il manque un certain nombre de choses à cette industrie qui aujourd'hui est sur essentiellement la couverture de financement, un tout petit peu sur la multirisque bâtiment et encore un tout petit peu sur l'épargne puisque les classes d'actifs et l'univers de placement n'est pas encore complet. Et donc, à ce niveau-là, on n'a pas d'investissement qui pourrait être significatif et intéressant pour le client. Je rappelle que la banque assurance a pour vocation d'équiper les clients sur un linéaire bancaire et ce linéaire bancaire doit être de même acabit que celui de la banque conventionnelle. Sinon, on aura forcément une migration une fois que la banque participative va attirer ses clients, on aura forcément une migration dans l'autre sens parce qu'ils n'auront pas le même menu, si je peux m'exprimer ainsi, que la banque conventionnelle. Et là, ça pourrait poser quelques problèmes. Alors, je vais vous présenter également les produits qu'aujourd'hui nous commercialisons. Si on peut passer au slide suivant. Nous sommes aujourd'hui sur le développement des produits Takaful du décès invalidité pour la couverture de financement, ce qui représente principalement notre chiffre d'affaires. Sur la multirisque bâtiment, la MRB, l'équivalent de la multirisque habitation sur le conventionnel, et de l'épargne investissement qui est vraiment aujourd'hui embryonnaire puisque c'est un produit qui devrait s'adosser aux unités de compte. Et comme vous le savez, les unités de compte, c'est essentiellement des classes d'actifs type OPCVM et plus particulièrement des FCP. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de FCP labellisé par la MNC qui pourrait entrer dans les classes d'actifs sur lesquelles on pourrait investir.
Autre axe de développement qui devrait arriver assez rapidement, c'est le développement digital. Et ce qui rejoint en fait le ticket d'investissement que nous avons mis en place, mais qui est assez lourd. On n'a pas aujourd'hui la possibilité de rattraper 60 ans, 70 ans de développement des compagnies dites conventionnelles. Et donc, le digital, comme le disait M. Flo, sera un moyen, sera un véhicule aujourd'hui qui permettra de commercialiser les produits de Takaful. En fait, ce qui rejoint le troisième axe de développement, démultiplier les canaux de distribution. Je parle sous le contrôle de M. Ehsan Chkili, c'est qu'aujourd'hui, personne ne vend au travers des intermédiaires. Je veux dire que, mis à part la NRB, je pense que le décès invalidité n'est pas commercialisé via des courtiers ou des agents généraux. Et le quatrième point de développement, je pense que une partie du business sera aussi portée par la micro Takaful. On n'y est pas encore, mais ça fait partie de nos axes de développement via la microfinance, la micro-assurance, la micro-Takaful. En fait. Si on veut passer au prochain slide. Alors, donc là, on regarde l'ensemble du potentiel de développement par rapport aux produits. Exactement. Les futurs produits, eh bien, ce sont ce que je disais, c'est le linéaire de la banque qui doit être en fait plus étoffé avec des assurances cartes, des assurances annulation de voyage, des assurances maladie, du bris de machine pour les entreprises, d'accidents de travail, etc. Donc aujourd'hui, on a toute une palette de produits qui doit être sur les linéaires de la banque ou sur les linéaires des intermédiaires, par exemple pour tout ce qui est dommage, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc effectivement, lorsque le client se présente à la banque, il a intérêt à être habillé et équipé de telle manière à ce qu'il soit captif de cette même banque. Si aujourd'hui les banques n'ont pas le même niveau d'équipement, ben, écoutez, le client il fait vite son choix et puis quelque part il va migrer sur une banque conventionnelle. Donc aujourd'hui on n'en est pas là. Aujourd'hui on est en pleine croissance, la banque est en pleine croissance. Ce que disait M. Flo tout à l'heure, c'est qu'effectivement les ressources à vue, ben, il n'y en a pas tant que ça. C'est peut-être ce qui fait défaut, c'est ce qui fait un appel d'air par rapport aux capitaux, à l'augmentation des fonds propres. Voilà, donc aujourd'hui, le futur de la banque Takaful, c'est aussi de produire pour les banques participatives une palette de produits qui permettent aux clients de retrouver effectivement l'ensemble des produits qu'il a dans le conventionnel. Alors, pour le prochain slide, l'écosystème, en réalité, il n'est pas complet puisque nous, aujourd'hui, nous avons 3 produits, mais derrière, nous n'avons pas l'univers de placement pour pouvoir commercialiser ces autres produits. Notamment, je parle de l'épargne ou je parle des unités de compte. Vous avez aujourd'hui des instruments de placement qui ne sont toujours pas là. Vous avez eu une seule émission de ce couple. Il y a une deuxième émission qui pointe son nez, mais bon, on n'en est pas encore là. On devrait développer des placements type OPCI, oui, qui serait Sharia Compliance, et des indices boursiers chariatiques également via la bourse de Casablanca. Donc, au niveau des indices boursiers, pardon, si Khalid Boussaïd, ça y est, c'est mis en place ou pas encore? C'est toujours en cours? Nous, à aujourd'hui, nous n'avons pas d'indice boursier chariatique. Chariatique. Donc aujourd'hui, on a un univers de placement qui est très très étroit et effectivement, ce
ralentit l'évolution et la croissance de l'industrie de Takafoul, en tous les cas au Maroc. Alors, effectivement, il y a deux points sur lesquels on pourrait revenir. C'est effectivement l'éducation et l'inclusion financière. Oui. Nous avons participé à plusieurs forums, à plusieurs salons sur la finance participative. Et effectivement, il y a une méconnaissance de la part du public sur la finance participative. Et il est vrai, comme le disait M. Ralawi, que nous ne sommes pas des entreprises à but non lucratif. On a un intérêt à se positionner sur ce marché. On a une perception, une dystropie de la part des épargnants, de la part des clients qui ont un regard sur la finance participative qui est encore assez biaisé, qui n'est pas encore ajusté par rapport à notre activité, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos valeurs. Je rappelle que nous sommes une industrie dite éthique, et donc à ce titre, on a une approche qui est peut-être différenciée de celle du conventionnel. Il faut également une vulgarisation de tous les contrats qui existent dans les banques, parce que autant il est vrai que les banques participatives collectent des fonds, autant il est vrai que ces banques participatives vendent des contrats. Et donc les contrats Murabaha, les contrats Ijara, etc., devraient participer à une vulgarisation de tout ce lexique qui va permettre aux gens de comprendre cette industrie, ces instruments, etc. Parce qu'on a une éducation financière qui est dite moderne, on connaît les contrats à terme, on connaît les DAT, les CAT, mais les produits de la banque participative, le grand public ne les connaît pas. Donc il y a effectivement une vulgarisation, une éducation à apporter aux gens sur les produits que peut proposer la banque participative et le Takafoul. Voilà, alors moi je ne sais pas si j'ai consommé mes 15 minutes. Il vous reste un petit peu. Allez-y. De toute façon, on a chacun débordé. Voilà, donc en réalité, nous avons qu'un track record relativement court, hein, puisque nous existons que depuis quelques mois. Vous avez posé tout à l'heure la question, Benoît Landry, à notre ami Essam, depuis combien de temps la CAPS travaille. On a travaillé de concert avec la CAPS depuis maintenant, je parle sous ton contrôle Essam, depuis maintenant pratiquement 4 ou 5 ans. Donc ça fait 4 à 5 ans que nous travaillons dans des ateliers avec la Fédération d'assurance et avec le régulateur, la CAPS, sur ces produits-là. Voilà, donc globalement, nous avons aujourd'hui 5-6 mois d'existence et les résultats qui ont pu voir le jour sont réconfortants, mais pas suffisamment, parce qu'il nous manque, encore une fois, on a beaucoup de trous dans la raquette et il nous manque encore pas mal d'éléments à notre écosystème pour qu'il soit complet. On est sur une chaise à 3 pieds, il faudrait peut-être ajouter une assise beaucoup plus solide pour qu'on puisse avoir les mêmes avantages que la banque conventionnelle et que les compagnies d'assurance conventionnelles. Voilà. C'est Moussaïd, alors je vais vous demander peut-être un chiffre indiscret. Vous avez le droit de me dire, bien entendu, je ne partage pas ce chiffre, c'est juste ma curiosité, personne ne nous regarde. En termes de croissance mensuelle du parc de clientèle, pour l'instant, ça évolue, en tout cas une croissance positive. Alors, votre question, c'est en même temps votre réponse, puisque nous n'avons que 5 mois d'existence, peu importe le nombre de clients qu'on fait, c'est non significatif, puisque je ne le rapporte à rien du tout. Donc forcément, c'est une croissance exponentielle. Ouais.
Donc pour l'instant, c'est disparate. On y verra plus clair d'ici au moins un an, un an et demi. Ouais, il faudrait attendre un an et demi pour avoir. J'espère que d'ici là, effectivement, que les projets, que les fusées qui sont aujourd'hui en phase de lancement soient lancées et qu'on mette en orbite l'ensemble des produits, l'ensemble de l'écosystème et que tout ceci puisse fonctionner et qu'on puisse vous donner des chiffres et vous donner un comparatif qui soit plus fin. Merci beaucoup, Khalid Boussaïd. Alors, vous restez avec nous, bien sûr. Il nous reste, allez, 15 minutes. On va essayer de faire 15 minutes, un peu plus sinon. Beaucoup de questions lors de ce webinaire. Alors, il y a une question toute simple, mais qui est importante. Je pense qu'elle n'a pas été abordée lors de ce webinaire. Question qui nous vient de Sana. Sana qui demande très simplement, aujourd'hui, à quoi ressemble le profil type d'un client d'une banque participative. Abderrahmane Lalou, vous qui êtes expert en finance participative, est-ce qu'on a, vous en parliez tout à l'heure brièvement effectivement des types de clients qui viennent vers la banque participative, qui sont venus vers la banque participative. Aujourd'hui, si on devait dresser un portrait robot d'un client d'une banque participative, ça ressemble à quoi? C'est un client aisé, moyennement aisé? Question bien difficile parce que il faudrait la poser disons, à des managements de banques ou peut-être au GPBM. Bon, moi, j'ai une petite expérience en tant qu'administrateur. Je n'ai pas le profil type technique, type âge, revenu, catégorie socio-professionnelle, mais je crois connaître le profil comportemental. C'est d'abord un client exigeant. En matière de conformité, oui, mais aussi en matière de qualité de service et en matière de coût, de pricing. Alors là, ça n'échappe pas. Le secteur de la banque participative traîne encore au pied un boulet de manière un peu injustifiée. C'est celui de la première expérience préhistorique, je dis bien préhistorique, c'est-à-dire avant la loi, où un opérateur dépouillé de toutes les conditions juridiques, légales et compétitives pour être performant, avait pratiqué une forme de financement coûteuse. Et les gens ont gardé à l'esprit que c'est plus cher que la banque conventionnelle, ce qui est faux aujourd'hui. Après la mise en place de tous les dispositifs par la Banque centrale et par les autres régulateurs et opérateurs, aujourd'hui, les coûts sont extrêmement compétitifs et très souvent alignés. Donc, le client reste exigeant par rapport à ce que ça va lui coûter. Alors, les banques s'évertuent à répondre à ce profil en matière d'amélioration de leurs prestations de services. Je pense que chaque banque, bien entendu, je ne pense pas, je suis certain, connaît le profil socio-économique et de financement. C'est d'abord beaucoup de particuliers et encore très peu de corporate. Les efforts aujourd'hui qui sont faits sont pour attirer justement plus de clientèle entreprise. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Alors, c'est vrai que vous avez quasiment tous parlé. Aleba doit avoir des informations encore plus pertinentes et accurate que les miennes. Oui, c'est Mohamed Zoghari. Est-ce que vous avez peut-être des informations complémentaires sur ça aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à déterminer ce portrait robot d'une clientèle banque participative? En principe, bon, je rebondis sur ce que disait M. Hello, il faut revenir au principe que l'attribut prix-prime, c'est-à-dire que quand on revient au track record de l'expérience des produits alternatifs, où il y avait un surenchérissement du coût pour des raisons de qualification fiscale, justement, a constitué une contrainte. Donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, que l'on soit du côté de l'actif ou du passif, du côté de la banque, ce qu'on cherche, c'est un client bancable, c'est-à-dire qui présente un projet bancable, qui peut être financé. Et donc, on adapte les produits aux spécificités de la clientèle. Concrètement, aujourd'hui, les statistiques, elles disent que le produit Murabaha, qui est un produit basé sur l'endettement, c'est le produit phare. Ce n'est pas particulier au Maroc. On revient aux statistiques internationales, donc partout à travers le monde.
monde, la Murabaha à peu près représente dans les 70 à 80% donc des financements. C'est abstraction faite du fait qu'on ait des produits équivalents au Salam, Istisna, etc. Donc, je reviens au principe que voilà, la question de l'attribut coût, prix, eh bien c'est le point saillant qui détermine justement ce profil du client de la banque participative. Alors, il y a beaucoup de questions. Je voudrais juste y mettre la main à la pâte à ces questions parce que vous avez tous parlé, quasiment tous, il me semble, de moyens de promotion de la finance participative, alors que ce soit au niveau de l'éducation financière participative ou justement de moyens de campagne promotionnelle, parce qu'effectivement, il faut toucher, entre guillemets, la masse, il faut toucher tout le monde. Aujourd'hui, comment justement augmenter la cadence? Comment toucher davantage la masse? Est-ce que quelqu'un peut nous donner quelques clés? Parce que je sais que tout le monde en a parlé. C'est vrai que chacun a son rôle, effectivement. Hein, d'un côté, la CAF, de l'autre, Banque Al-Maghrib. Bon, Banque Al-Maghrib, ça ne va pas toucher l'aspect promotionnel, mais l'aspect éducation, vous en avez parlé tout à l'heure à Mohamed Zogheri. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils mis en place suffisent ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de contenu promotionnel? Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens-là, peut-être au sein de la CAPS, Abderrahmane Lalou, Walid Boussaïd? Qui veut s'exprimer là-dessus? Je cède la parole aux collègues et puis je commenterai plus tard. Alors, si on parle un petit peu de la CAPS, en fait, je dirais qu'il y avait beaucoup d'actions qui ont été entamées dans ce sens. Alors, à titre de rappel, dès la publication des textes d'application, il y avait une grande campagne de communication de la part de la CAPS, aussi bien à travers des capsules qu'à travers des séminaires qui ont été animés en présence de représentants de la presse, etc. Monsieur peut le témoigner, on participe souvent dans des événements organisés par l'association. On participe également dans différents séminaires lorsque on est invité et lorsque la thématique est cohérente avec les orientations de notre communication, donc de notre politique de communication. Donc, en parallèle, il y a également, en plus du grand public, il y a également des séances de sensibilisation pour les professionnels, genre des intermédiaires d'assurance, il y a des formations en ligne qui se passent, etc. Donc, l'objectif in fine, c'est de rapprocher tout le monde, tous les acteurs pour une meilleure compréhension de ce nouveau système. Encore une fois, on est par rapport à l'assurance Tekafoul dans le démarrage et je crois dans le futur proche avec des instruments financiers qui permettent la diversification et qui permettent un petit peu plus de possibilités d'investissement. Il y aura d'autres actions d'éducation et de sensibilisation dans ce sens. Oui, moi je pense que bon, mon intervention aujourd'hui se fait dans le cadre de l'éducation financière, qui est disons le produit phare de l'académie. Nous faisons des actions de terrain où, comme je le disais, on rapproche les deux parties prenantes de l'écosystème, c'est-à-dire l'offre et la demande, pour pouvoir sensibiliser la demande, parce qu'une seule main n'applaudit pas, il faut une seconde main, c'est-à-dire que du côté de l'offre, il y a des régulateurs, il y a la publicité engagée par les acteurs, il y a les acteurs eux-mêmes qui bougent. Du côté de la demande, il n'y a rien. Les produits sont étalés sur le linéaire, on attend que les clients viennent. Donc nous avons pensé qu'il fallait aller descendre sur le terrain, simplement sensibiliser ceux qui le souhaitent à l'offre diversifiée en matière de produits de financement, non pas pour privilégier l'un sur l'autre, mais dans le but d'améliorer l'inclusion financière, et c'était véritablement le but. Là où on disons, ça pêche un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont certes très développés en matière de communication, des outils très puissants en matière de communication, mais eux-mêmes relaient des supports de communication institutionnels qui sont bien plus puissants, à savoir la télévision et la radio. Au niveau de l'académie, nous avons souffert, surtout dans les premières années
d'existence des banques participatives. Je pense que ça risque encore de se produire maintenant pour le jeune âge du Takaful. C'est que lorsqu'on intervient, on dit attention, ne parlez pas de finances participatives parce que vous privilégiez certaines banques sur le compte d'autres. Il y avait cette méprise sur le plan, bon, je ne sais pas si l'AAK est au courant de cela ou si c'est une instruction, mais on expliquait qu'il ne s'agit pas de prononcer le nom d'une banque en particulier ou le nom d'une entreprise Takaful en particulier, il s'agit de dire qu'il y a un sous-secteur qui a des particularités et qui mérite d'être promu à, disons, pas à bon entendeur salut, mais que les preneurs, disons, se présentent. Il y a encore un petit blocage au niveau de l'accès à la vulgarisation et à la diffusion auprès de la population. Moi, je pense que les autorités de communication et d'information devraient peut-être réfléchir à cela. Ça peut relayer l'action de sensibilisation de la population. Disons-le encore une fois très clairement, l'objectif est un gain national d'augmentation de l'inclusion financière en termes de banque et en termes d'assurance pour le bien du développement économique. Alors, il nous reste 3 questions. Il y a une question notamment pour Mohamed Zougari. Alors, la question en vient de Mounir qui nous demande la suite de l'agenda Soukouk. Bon, j'imagine qu'il y a des choses peut-être confidentielles ou pas, mais si on devait rentrer dans votre bureau, Mohamed Zougari, et que je mettais la main à votre dossier, planning, agenda dans cette année ou durant les 12 prochains mois, 18 prochains mois, à quoi on peut s'attendre, Soukouk, Takaful, au niveau de Banque Al Maghrib, de manière très, très sommaire, bien entendu. Oui, merci Monsieur Mounir. Moi, je rappelle juste que la Banque Al Maghrib, c'est la banque centrale qui est le régulateur du secteur bancaire, donc, et pas du marché des capitaux ni de l'assurance. Bon, certainement, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un certain nombre de réalisations qui ont trait justement au secteur bancaire sont intimement liées au développement d'écosystèmes et des différents compartiments, y compris le secteur des soukouks et le secteur des assurances. Donc le secteur des soukouks est très important, son apport est indéniable, que ce soit pour permettre à ces établissements participatifs de placer leurs excédents de liquidité lorsqu'elles en ont, et donc de trouver des placements rémunérateurs qui ont été réalisés par le Conseil supérieur des ulama à travers un avis conforme, et par opposition pour des établissements qui ont un besoin donc de financement, de pouvoir lever des fonds. Donc aujourd'hui, à travers la réglementation existante, on peut dire que théoriquement, les banques participatives peuvent avoir recours au Soukouk pour lever des fonds sur les marchés, d'accord, à travers l'appel public à l'épargne. Donc, ou restreint un certain type d'investisseurs. Donc, dans l'absolu, aujourd'hui en tout cas, dans le cadre des instruments de diversification de leurs ressources, c'est une option possible. Il y a d'autres aspects qui vont être challengés. C'est des aspects qui ont trait à la viabilité économique de l'émission. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un instrument entre ses mains, il faut aussi s'assurer que cet instrument est rentable et que ça ne constituera pas une dérive en termes de coûts, etc. Sur le marché des assurances aussi. Tout d'abord, pour nous, en tant que régulateurs du secteur, le lancement du Takaful a donné du confort aux banques, dans la mesure où ça leur a permis justement de couvrir un risque. Et qui dit couvrir un risque, c'est par exemple cesser de constituer des provisions pour risques généraux au titre des exigences prudentielles de la Banque centrale. Par exemple, puisque c'est un risque qui n'était pas couvert, et donc en cas de sinistralité, ces banques étaient dans une situation assez en tout cas particulière. Donc elles devaient constituer des provisions pour risques généraux. Dorénavant, partant du principe qu'elles ont une couverture assurance, eh bien, elles sont libérées de cette contrainte. C'est dans cette perspective que l'importance de la complétude de l'écosystème, et c'est la raison pour laquelle je me suis abstenu de parler de promotion du secteur, je dirais que nous, notre principal objectif, c'est la complétude de l'écosystème. Dès que l'écosystème sera complété, dès que toutes les entraves, les contraintes seront levées, eh bien tout ira de façon, on va dire, tout ira à travers
travers la main invisible. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous, à notre niveau, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement, hein, dans le cadre d'un travail de concertation avec les autorités compétentes, donc par discipline, dans le respect, bien sûr, de notre périmètre d'action et en lien à l'expression de besoins qui est remontée par les opérateurs. Dans le cadre du suivi régulier de leur activité, eh bien, on est à l'écoute des opérateurs qui s'expriment, qui vont venir nous voir, nous dire, voilà, écoutez, le marché des OPCVM, ça représente tant de milliards. 1% de ce marché, si l'univers de placement banque participative est éligible pour les OPCVM, permettrait de résorber ce fameux mismatch. Et de ce fait, nous, on agit en tant qu'accélérateur, on agit en tant que catalyseur, et on prend le relais, hein, de façon officielle auprès des instances de tutelle par discipline pour voilà. Donc, que ce soit dans le cadre des aspects contractuels, tout à l'heure Silhou a parlé des contrats qui sont parfois peut-être en cours de gestation. Donc, on prend le relais à chaque fois que ça permet justement de compléter. Donc, le plus important à retenir de l'intervention peut-être de Banque Maghreb, c'est la notion de enabling environment et que l'environnement propice, dès qu'il sera complété notamment par ce que vient de poser la question Mounir, la question du Sukuk et du Takafoul, eh bien, les choses vont se développer d'elles-mêmes à travers ce qu'on appelle la main invisible. Voilà. Merci. Khalid Boussaïd, je crois que vous voulez réagir. Et j'en profite pour poser peut-être une question aussi, une fois que vous aurez réagi sur une question qui nous vient de Soumaya qui se demande par rapport aux PME. Elle est, je crois, chef d'entreprise PME. Elle demande aujourd'hui quels sont les avantages concurrentiels. Je voulais revenir sur cette thématique de Sukuk et d'univers de placement, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'existence même d'une compagnie Takafoul, d'une compagnie traditionnelle, conventionnelle, le haut du bilan d'actifs d'une compagnie d'assurance, ce sont des placements. Et donc, autant il est vrai que pour une banque, avoir une couverture d'essai lui permet un désengagement de ses provisions, autant une compagnie Takafoul, si elle n'a pas derrière des actifs, elle devra provisionner, et puis ces provisions, elle doit les affecter sur des actifs. Donc, on ne peut pas uniquement être sur une seule jambe avec des certificats, des dépôts d'investissement, sachant qu'il manque aujourd'hui pléthore de classes d'actifs sur lesquelles la compagnie Takafoul doit se positionner. Maintenant, je pense que nous sommes relativement solides pour pouvoir tenir encore, mais je veux dire que le sablier aujourd'hui, il est mis en place et il y a un time to market qui doit être mis en place pour pouvoir avoir en face, avec un agenda clair, un univers de placement, un écosystème qui doit se constituer relativement rapidement, compte tenu du fait que nous sommes un marché atypique par rapport au benchmark mondial, puisque nous avons fait le choix d'avoir un CSO, nous avons fait le choix d'avoir une réglementation relativement bonne et solide. Il faut pas, encore une fois, il ne faudrait pas que cette rigidité puisse nuire au développement de cette industrie. C'est ça que je voulais dire en réalité. Très bien. Dernière question. Alors, je parlais justement de Soumaya, qui est chef d'entreprise d'une PME, qui pose la question des avantages concurrentiels, ou en tout cas des avantages à se tourner vers l'assurance Takafoul. Abderrahmane Lalou, peut-être Khalid Boussaïd. Abderrahmane Lalou. Ce que j'aurais à répondre à Soumaya, patronne d'une PME, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui de nombreuses entreprises qui recourent et qui sont interpellées par l'offre de la banque participative sans véritablement être sensibles ou imprégnés de la particularité charia de ces banques. Ou même si le directeur financier en charge de la demande de financement l'est, eh bien son conseil d'administration est tout à fait loin de ce genre. Mais pourtant, ils y trouvent un avantage compétitif. Lequel? Donc là, c'est ma casquette de consultant parce que j'ai des clients que je mène vers les banques participatives et qui nous disent ça. Ils nous disent, même si aujourd'hui l'offre de financement pour l'entreprise est limitée à des produits de dette qui sont la Murabaha marchandise ou la Murabaha équipement, eh bien ça nous intéresse parce que ça nous évite de mettre le doigt dans l'engrenage et de subir le glissement des facilités de caisse
ou du crédit revolving qui très vite vont nous envahir. Parce que nous avons conscience, nous, entreprises, disent-ils, que le financement que nous demandons est adossé à une action particulière, l'achat d'une marchandise ou l'achat d'un équipement. Top, voilà. Et ça, c'est les intérêts en matière de gestion de leurs équilibres financiers, ils en sont conscients. Et ça rejoint une question analytique très importante que beaucoup d'observateurs n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent, mais finalement, vous nous dites que la finance participative est différente, qu'elle est plus éthique que la finance conventionnelle. Et pourtant, le résultat est le même. Je prends un financement de 100, je le restitue à 120. Et après, il est où le différentiel? Le différentiel est justement là, c'est qu'il y a un adossement à des actifs tangibles. Il n'y a pas de risque de gonflement de l'économie financière par rapport à l'économie réelle, à la production réelle de marchandises. En fait, la raison, elle est là, au niveau du législateur. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui trouvent un avantage de contracter pour des financements adossés à leurs véritables besoins pour qu'il n'y ait pas de risque de glissement. Alors, le jour où il y aura du financement participatif, PPP, Profit and Loss Sharing, ça sera une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, déjà, pour les produits de dette, il y a un avantage compétitif. Dernier petit avantage, le contrat qui est passé en Murabaha est ferme et définitif au niveau du prix de vente. Si vous avez des retards de paiement qui sont justifiés, qui sont légitimes par une mauvaise passe, eh bien, la banque est invitée à attendre quelque temps que vous reveniez à meilleure fortune, ce qui n'est pas le cas des banques conventionnelles qui facturent des intérêts intercalaires. Bon, ça peut être une arme à double tranchant parfois, mais en tout cas, il y a des particularités. Elles ne sont pas nombreuses, mais on voit là quelques-unes. Merci messieurs, on voit effectivement que c'est un écosystème qui est bien plus que naissant, qui a franchi une nouvelle étape, mais qui demande encore à être davantage confirmé avec de nouvelles réglementations à venir, un secteur qui est en pleine croissance, en tout cas on le disait tout à l'heure, même au début de ce webinaire, 40% de croissance, encore beaucoup de travail à faire, mais un développement qui est sur de bons rails, c'est ce qu'on aura retenu de ce webinaire. Abderrahmane Lalou, à très bientôt, je rappelle que vous êtes expert en finance participative, le président de l'APAF, qui est donc l'Académie pour la finance participative. Merci encore d'avoir intervenu lors de ce webinaire. À très bientôt. Merci à vous. Merci Mohamed Zogari Larari. Je rappelle que vous êtes responsable du service études et relations avec les instances de la finance participative au sein de Banque Al-Maghrib. Vous êtes à la direction de la supervision bancaire. Merci pour votre intervention. À très bientôt pour un nouveau webinaire de la Bridgecham. Khalid Boussaïd également. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé en tout cas. Khalid Boussaïd également donc avec nous ce soir. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc directeur du projet de Ta'awinat Ta'amin Takaful de la Mamda MCMA. À très bientôt également. Merci à vous Benoît, à très bientôt. Et puis Essam Acheki qui était avec nous de la CAPS, l'autorité de contrôle de l'assurance et prévoyance sociale, chef de service veille et normalisation. La CAPS qui, on l'a bien compris, suit de près et a eu un rôle de pièce également moteur dans cette mise en place de l'assurance Takaful. Merci, à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Ce webinaire, je rappelle, est le vôtre et disponible également sur la chaîne YouTube de la Bridgecham pour le redécouvrir en entier si vous le souhaitez. À très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridgecham.